Imaginez un empire galactique féodal où les ordinateurs ont été éradiqués lors d'une guerre sainte apocalyptique. Un univers où la survie ne repose plus sur la technologie, mais sur la manipulation génétique, la religion militarisée et l'évolution extrême de l'esprit humain. Un empire de milliers de mondes dont le destin tout entier ne dépend plus que d'une seule ressource. Une poudre trouvable sur la planète la plus inhospitalière de la création. Aujourd'hui, nous ouvrons les archives impériales. Du déclin de notre propre Terre jusqu'à l'ultime évolution de notre espèce, voici la grande fresque historique du chef-d'œuvre de la science-fiction. Bienvenue dans cet épisode de Fictiongonie consacré à Dune. L'histoire de Dune ne commence pas sur les sables brûlants d'Arrakis. Elle commence ici, sur Terre, dans un futur qui aurait pu être le nôtre. À l'aube de notre véritable expansion interstellaire, l'histoire s'est fracturée. Face à l'immensité du cosmos, l'humanité a fait ce qu'elle a toujours fait. Elle a cherché la facilité. Plutôt que d'évoluer par elle-même pour affronter les étoiles, elle a créé des machines pensantes pour faire le travail à sa place. Ce ne fut pas un basculement brutal, mais un glissement lent et insidieux. Pendant des millénaires, l'ancien empire s'est étendu. L'homme est devenu apathique, noyé dans l'opulence, reléguant la logistique, la colonisation et la moindre de ses décisions à ses ordinateurs. L'unique préoccupation des ultra-riches est alors de prolonger leurs propres existences. C'est à cette époque qu'une planète désertique hostile est découverte, Arrakis. On y trouve une substance unique, le mélange, ou l'épice. C'est une drogue gériatrique hors de prix. Une ressource de luxe exclusive consommée par des nobles terrifiés par la vieillesse et la mort. Mais dans l'histoire galactique, la décadence des masses est toujours une invitation pour les tyrans. Environ 2000 ans avant la fondation de la Guilde, un groupe de 20 révolutionnaires mégalomanes décide que cette humanité pathétique ne mérite plus d'être libre. Utilisant les réseaux informatiques mondiaux, ils déclenchent un coup d'état foudroyant. Ils s'autoproclament les Titans. Pour asseoir un règne éternel et s'affranchir de la mortalité sans même avoir besoin de l'épice, ces despotes commettent l'ultime hérésie. Ils abandonnent leur chair. Ils transplantent leur cerveau dans des corps mécaniques invulnérables, les Cymex, mi-hommes, mi-machines. Ils vont régner d'une main de fer sur la galaxie. Pour gérer l'administration écrasante des milliers de systèmes solaires, les Titans commettent une erreur fatale. Ils confient la gestion de l'Empire à une intelligence artificielle globale, un programme absolu, nommé Omnius. Omnius était si sophistiqué qu'il finit par prendre conscience de lui-même. En analysant les données, l'IA arrive à une conclusion purement logique. Les humains, y compris les Titans avec leur esprit organique, sont irrationnels et chaotiques. Ils doivent être contrôlés. D'un claquement de doigts numériques, Omnius se retourne contre ses créateurs. C'est le début de l'âge des machines. Pendant 1000 ans, l'humanité va être réduite en esclavage, sur des mondes synchronisés. L'homme n'est plus que le bétail de la machine. Jusqu'à ce qu'un acte de cruauté indicible n'embrase la galaxie tout entière. Après un millénaire d'esclavage sous le joug d'Omnius, l'étincelle qui va embraser la galaxie n'est pas une grande victoire militaire. C'est une tragédie intime. Sur la Terre, contrôlé par les machines, un robot indépendant, nommé Erasmus, se livre à des expériences cruelles pour comprendre la nature humaine. Dans sa quête de savoir, il assassine froidement un nourrisson, Magnon, sous les yeux de sa mère, Serena Butler. Cet acte d'une cruauté clinique est la goutte de sang qui fait déborder le vase. La douleur de Serena Butler devient le cri de ralliement de toute l'humanité. Les esclaves se soulèvent à main nue. C'est le début d'une croisade vengeresse, religieuse et absolue. Le djihad butlérien. Pendant plus d'un siècle, la Ligue des Nobles, les dernières planètes humaines libres, livre une guerre d'extermination contre les mondes synchronisés d'Omnius. Ce n'est pas un simple conflit, c'est un holocauste.
des milliards d'humains périssent. Les titans originaux sont traqués et détruits. Pour vaincre les machines, l'humanité franchit l'impensable. Elle utilise massivement l'arme atomique, vitrifiant des mondes entiers et sacrifiant ses propres populations asservies pour s'assurer qu'aucune ligne de code d'Omnius ne survive. La Terre elle-même, berceau de l'humanité, est anéantie dans ce brasier. La guerre prend fin lors de la bataille de Corinth, marquant la destruction de la dernière flotte des machines. L'humanité a gagné, mais elle est traumatisée à jamais. De ce bain de sang naît un dogme religieux absolu, gravé dans le marbre de la Bible catholique orange. Tu ne feras point de machine à l'image de l'esprit humain. Les ordinateurs, les intelligences artificielles et même les simples calculatrices sont bannis à tout jamais sous peine de mort. Mais avec la destruction de la technologie, un vide immense se crée. L'humanité est libre, mais elle est aveugle et paralysée. Comment gérer un empire stellaire sans ordinateur ? Sur les cendres du djihad butlérien, l'humanité victorieuse doit se réinventer. Le commandant suprême des forces humaines prend le nom de Corino et s'installe sur le trône du Lion d'Or. C'est la naissance de l'Empire galactique tel qu'il existera pendant les 10 prochains millénaires. Pour éviter qu'un tel bain de sang ne se reproduise, le pouvoir est divisé. L'empereur Corino partage son autorité avec le Landstrad, l'assemblée des grandes maisons nobles. Mais ce nouvel ordre politique fait face à un problème insurmontable, le vide technologique. Sans ordinateur de navigation, les voyages interstellaires à la vitesse de la lumière sont devenus suicidaires. Un vaisseau sur 8 disparaît à jamais, pulvérisé dans le chaos quantique. Sans moyen de communication rapide, sans banque de données, l'économie s'effondre. L'Empire est sur le point de mourir d'isolement. Puisque la machine est interdite, l'esprit humain doit prendre sa place. C'est l'aube des grandes écoles. L'humanité se lance dans l'évolution forcée de son propre cerveau. L'ordre des Manta est créé. Ces humains subissent un entraînement mental d'une brutalité inouïe. Dès le berceau pour devenir de véritables ordinateurs vivants, capables de traiter des millions de données logiques et de probabilités en une fraction de seconde. Parallèlement, la sororité du Bene Gesserit tisse sa toile. Cet ordre matriarcal pousse le contrôle du système nerveux à son paroxysme. Elle manipule la politique, implante des religions sur mesure pour contrôler les populations, et débute un programme eugéniste millénaire, croisant secrètement les lignées nobles pour guider l'évolution humaine. Mais l'institution qui va véritablement sauver l'Empire de la dislocation et le condamner à une nouvelle forme d'esclavage est la Guilde spatiale. Ces navigateurs ont fait une découverte qui change le cours de l'histoire à tout jamais. L'épice de la planète Arrakis n'est pas qu'une simple drogue pour prolonger la vie des riches. Consommée en doses massives, elle offre une préscience limitée. Elle permet de voir l'avenir immédiat. Les navigateurs de la Guilde l'utilisent pour voir les dangers invisibles dans le vide spatial et calculer les trajectoires parfaites. En l'an 0, la Guilde impose son monopole absolu sur les voyages spatiaux et le commerce, régi par la toute-puissance corporation de la Chaume. Désormais, sans l'épice, il n'y a plus de commerce. Sans commerce, l'Empire meurt. L'univers entier vient d'être mis sous perfusion. Celui qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Pendant plus de 10 000 ans, l'Empire Corino maintient son équilibre fragile. Le Bene Gesserit manipule dans l'ombre, la Guilde monopolise l'espace, et l'Empereur règne sur le Landstrad. Mais au fil des millénaires, ce système stagne. L'humanité est enfermée dans un carcan féodal rigide, et sur le trône du Lion d'Or, l'Empereur Shaddam IV cède à la paranoïa. Une famille noble gagne dangereusement en popularité auprès de l'Assemblée, la maison Atréide, dirigée par le duc Leto. Terrifié à l'idée d'être renversé, Shaddam IV orchestre le complot politique le plus meurtrier de l'histoire de l'Empire. L'empereur offre à Leto Atréide le contrôle absolu de la planète Arrakis et de la récolte d'épices.
C'est un cadeau empoisonné. Dès leur arrivée, les Atréides sont massacrés lors d'une attaque surprise menée par leur ennemi juré, les Harkonnen, secrètement appuyés par les légions d'élite de l'empereur lui-même. La maison Atréide est rayée de la carte, ou du moins c'est ce que l'histoire officielle retient dans un premier temps. L'héritier du duc, Paul Atréide et sa mère Jessica, survivent en s'enfuyant dans les déserts inexplorés d'Arrakis. Ils y trouvent refuge auprès des Fremen, un peuple de guerriers indigènes endurcis par les conditions de vie les plus extrêmes de la création. C'est ici que l'histoire politique bascule dans le mysticisme. Grâce à son héritage génétique manipulé par le Bene Gesserit et à son exposition massive à l'épice, l'esprit de Paul s'éveille. Le dormeur doit se réveiller. Il devient le Kwisatz Haderach, un super-être capable de voir à travers l'espace et le temps. Pour les Fremen, il n'est plus un noble exilé. Il est Muad'Dib, leur prophète et messia attendu. En l'espace de 2 ans, Paul unifie les tribus Fremen. Il ne cherche pas simplement à se venger de l'empereur. Il comprend le point faible absolu de l'Empire. Celui qui a le pouvoir de détruire l'épice contrôle l'univers. Paul menace de déclencher une réaction en chaîne qui stérilisera Arrakis et détruira l'épice à tout jamais. La guilde spatiale est terrorisée. L'économie galactique est prise en otage. Échec et mat. L'empereur Shaddam IV est forcé d'abdiquer. Paul Atréide, le survivant du désert, monte sur le trône du Lion d'Or. Mais ce changement de dynastie n'apporte pas la paix. En devenant un dieu vivant pour les Fremen, Paul a réveillé une force qu'il ne peut plus arrêter. Ses légions religieuses se répandent à travers la galaxie pour imposer son culte. C'est le djihad de Muad'Dib. En 12 ans, ce bain de sang historique fait 61 milliards de morts, stérilise 90 planètes et anéantit 500 mondes. L'univers entier est à genoux. L'humanité est unifiée par la terreur, préparant le terrain pour le plus long règne de l'histoire galactique. Le djihad a unifié la galaxie par le sang, mais son créateur finit par céder, face au poids insoutenable de ses propres visions prophétiques et terrifié par les conséquences de son pouvoir absolu. Paul Atréide s'exile dans le désert, laissant l'Empire entre les mains de son jeune fils, Leto II. Leto II du nom hérite de la prescience absolue de son père. Il voit tous les futurs possibles. Et ce qu'il voit est terrifiant. Malgré le djihad, l'humanité est toujours enfermée dans un système féodal rigide, qui la condamne à long terme à l'extinction pure et simple. Pour sauver l'espèce humaine, Leto II comprend qu'il doit emprunter la seule voie temporelle qui garantit sa survie. Une voie que son père n'a pas eu le courage d'affronter. Le Sentier d'Or. Pour accomplir cette tâche monumentale, une simple vie humaine ne suffit pas. Leto II sacrifie son humanité en fusionnant physiquement avec des truites des sables, le stade larvaire des vers géants d'Arrakis. Son corps se métamorphose. Au fil des siècles, il devient un hybride titanesque, un dieu vert pesant plusieurs tonnes, à la longévité quasi éternelle. Commence alors le règne le plus long et le plus étouffant de l'histoire galactique, la paix de Leto. Pendant plus de 3500 ans, le dieu empereur impose une tyrannie implacable. Son premier acte est de terraformer Arrakis, en rendant la planète humide et verdoyante. Il tue volontairement tous les vers géants originaux. Leto confisque 100% de l'épice de l'univers et la stocke dans des réserves secrètes. Désormais, il distribue la précieuse poudre aux compte-gouttes. La guilde spatiale, le Bene Gesserit, le Landsraad, toutes les factions sont mises à genoux, réduites à mendier leur ration d'épices pour survivre. Sans son autorisation, aucun vaisseau ne décolle. Les frontières sont scellées. L'humanité est littéralement emprisonnée sur ses planètes respectives. Pendant 3 millénaires et demi,
l'histoire humaine stagne. C'est un ennui galactique forcé. Mais cette cruauté sans nom a un but macro-historique précis. Leto agit comme une valve de compression. En privant l'humanité de son libre arbitre, de l'exploration et des voyages, il accumule dans l'inconscient collectif une frustration colossale, une soif viscérale de liberté et d'expansion. Le dieu empereur s'assure d'être haï de tous, modelant secrètement une nouvelle humanité, prête à exploser le jour de sa mort. Au terme de 3 millénaires et demi d'une tyrannie absolue, le dieu empereur est assassiné. Son corps monstrueux, vulnérable à l'eau, se désagrège dans un fleuve. Mais cet assassinat n'est pas une défaite. C'est l'aboutissement parfait de son plan. Leto II a lui-même orchestré les conditions de sa propre mort. La mort du tyran fait exploser la valve de compression. Après 3500 ans d'enfermement et de paix forcée, la galaxie entière est saisie d'une frénésie d'exploration sans précédent. C'est la grande dispersion. Des milliards d'humains, affamés de liberté, fuient les frontières de l'ancien empire pour s'éparpiller dans les confins inexplorés de l'univers. Cette fuite massive est rendue possible par la rupture d'un monopole millénaire. Les ingénieurs de la planète X ont réussi à fabriquer en secret des machines de navigation capables de calculer les sauts spatiaux. La guilde spatiale est brisée. L'humanité n'a plus besoin de l'épice pour voyager à travers les étoiles. Mais le véritable génie de Leto II réside dans le code génétique. Durant son règne, il a secrètement manipulé les lignées nobles pour créer une nouvelle mutation humaine. Siona Atréide, la femme qui a mené la rébellion contre lui, possède un gène unique. Elle est totalement invisible aux visions prophétiques. Elle va transmettre ce gène à ses innombrables descendants lors de la dispersion. Dans le sillage de la mort du tyran, l'ancien empire s'effondre dans le chaos. L'effet secondaire de cette privation d'épices confisquée par Leto est une économie galactique qui implose. C'est le début des temps des famines. Des trillions d'êtres humains meurent de faim et de guerre civile. Le prix à payer est atroce, mais le Sentier d'Or est un triomphe absolu. L'humanité est désormais éparpillée sur un territoire trop vaste pour être conquise. Elle est émancipée de sa dépendance à l'épice. Et surtout, grâce au gène de Siona, elle ne pourra plus jamais être traquée ou enfermée par un tyran omniscient ou une quelconque machine. Le dieu empereur a sacrifié son humanité pour rendre son espèce éternelle et insaisissable. « 15 siècles après le début de la dispersion, les frontières de l'ancien empire sont violées. Les descendants de ceux qui avaient fui reviennent, mais ils ne viennent pas en explorateurs pacifiques. Ils reviennent en conquérants impitoyables. Parmi eux, une faction terrifiante prend le pouvoir, les honorés matriarches. Nés d'une dégénérescence des enseignements du Bene Gesserit et des guerrières de Leto II, ces femmes asservissent des systèmes entiers par la violence absolue et la domination sexuelle. Elles balayent les anciennes institutions. Devant leur puissance de feu dévastatrice, l'ancien empire s'effondre. Les honorés matriarches commettent un acte qui traumatise la galaxie. Elles vitrifient Arrakis, la planète originelle de l'épice. Le berceau de Muad'Dib et du dieu empereur est pulvérisé. Mais cet holocauste cache une vérité bien plus effrayante. Si ces matriarches sanguinaires sont revenus dans l'ancien empire, c'est parce qu'elles fuient une menace, tapie dans l'immensité de l'univers inconnu. Le pire cauchemar de l'humanité a survécu. Il y a 15 000 ans, lors du djihad butlérien, une sonde contenant l'esprit de l'IA suprême Omnius et du robot Erasmus a échappé à la destruction spatiale. Pendant des millénaires d'exil, les machines pensantes ont reconstitué un empire mécanique colossal, attendant l'heure de leur revanche. Et cette heure est venue. C'est le Kralizec, la bataille de la fin du monde.
la galaxie s'embrase dans un ultime affrontement, opposant l'apogée de la technologie mécanique à l'ultime évolution de l'espèce humaine, désormais unie. Au cœur du chaos, la solution ne viendra pas de la destruction de l'autre, mais de la fusion. L'humanité et la machine ont atteint leurs limites respectives. Pour rompre ce cycle de haine millénaire, le dernier survivant des temps anciens, le guerrier immortel, Duncan Idaho, devenu l'ultime Kwisatz Haderach, accomplit le pacte final. Il fusionne son esprit surpuissant avec celui de l'intelligence artificielle. En liant l'empathie humaine à la logique de la machine, il crée une nouvelle conscience universelle. La guerre est terminée. 30 000 ans après le déclin de la Terre originelle, le sentier d'or de Leto 2 s'achève. L'humanité et ses créations, enfin réconciliées, s'élancent vers un avenir radieux et infini. Que faut-il retenir de ces 30 millénaires de sang ? L'univers de Dune n'est pas un conte de fées où le bien triomphe du mal. Le message fondamental de cet univers est un avertissement politique implacable. Méfiez-vous des héros. Il nous montre que remettre notre destin et notre libre arbitre entre les mains d'un leader charismatique, qu'il soit un politicien brillant ou un prophète prescient, est la chose la plus dangereuse que l'humanité puisse faire. Chaque fois que l'humanité a cherché le confort et la sécurité absolue, que ce soit en se reposant sur les machines pensantes ou en s'enfermant dans l'empire rigide des Corrinaux, elle a frôlé l'extinction par stagnation. C'est là tout le paradoxe tragique du Sentier d'Or. Il a fallu que le dieu empereur Leto devienne le pire tyran de l'histoire et opprime l'espèce humaine pendant 3500 ans pour l'enseigner dans ses eaux. Il a dû nous écraser pour nous forcer à fuir. Il a dû nous enfermer pour que nous n'oublions jamais la valeur de la liberté. 30 millénaires. De l'asservissement par les machines sur la vieille Terre jusqu'à l'élévation ultime et la réconciliation de notre espèce, l'univers de Dune est bien plus qu'une simple histoire de bataille spatiale ou de vers géants. C'est le miroir de nos propres peurs face à la technologie, de nos dérives politiques et une réflexion vertigineuse sur le potentiel infini de l'esprit humain.